Il avait dit au conseil d'administration que je n'étais qu'un simple chef d'atelier. Ça faisait 23 ans que j'achetais des actions et je possédais une plus grande part de l'entreprise que sa propre mère. Il n'en avait pas la moindre idée. La salle de conférence sentait la peinture fraîche et le vieux café. Les aciéries et forges de l'Est avaient lâché 30 000 € pour rénover cet endroit il y a 4 mois. De la moquette neuve, des chaises en cuir, des cloisons en verre. La table en chêne massif de 5 mètres n'avait pas bougé, en revanche. On ne remplace pas le chêne massif. Côme de la Ferté se tenait en bout de table, pointant du doigt l'écran de son ordinateur portable qui affichait une diapositive sur « L'optimisation de l'efficacité opérationnelle phase 1 ». Le gamin avait 28 ans, sortait tout juste de son master à HEC, et n'avait pas fermé son MacBook une seule fois pendant toute sa présentation. Ses yeux ne cessaient de se baisser pour lire ses propres notes, comme s'il faisait un exposé de collège. 8 personnes étaient assises autour de cette table. La plupart avaient l'air mal à l'aise. Un type n'arrêtait pas de faire cliquer son stylo. Derrière Côme, une jeune femme nommée Inès Martin tenait une tablette comme si c'était un bouclier, fixant la moquette comme si elle rêvait d'être n'importe où ailleurs sauf ici. J'étais assis tout au bout, les mains croisées, la pression hydraulique stable. « Guillaume », a dit Côme sans lever les yeux de son écran. « Avec effet immédiat, nous restructurons ton poste. Tu passes de directeur des opérations de production à chef d'équipe. La rémunération est ajustée en conséquence. Une réduction de 40% pour correspondre à l'envergure du rôle. De 260 000 € à 105 000 €. Une coupe nette, comme ça. » Il a lu ça sur son écran comme s'il présentait la météo. Il a réajusté sa cravate, qui coûtait cher. Sa coupe de cheveux aussi coûtait cher. Ses mains douces n'avaient jamais touché une clé à molette dans ce bâtiment ni dans aucun autre. Le gamin s'était auto-proclamé directeur en chef de l'efficacité opérationnelle, et sa mère, Victoire, était présidente du conseil d'administration. Rien de tout cela n'était compliqué. Bien compris, ai-je dit. 2 mots. Il a levé les yeux brièvement, puis les a baissés. Il a pris mon calme pour une reddition. C'est ce que font les gens, d'habitude. Je m'appelle Guillaume Pierre Morel. J'ai 47 ans. J'ai passé 8 ans dans le génie militaire de l'armée de terre, avec le grade de sergent-chef à ma fin de service, et j'ai fait 2 OPEX. Ma spécialité, c'était la conduite d'engins lourds, l'analyse structurelle et l'ingénierie de démolition. L'armée m'a appris 2 choses qui me sont restées. La première, c'est comment rester calme quand quelque chose est sur le point d'exploser. On ne brusque pas la pression hydraulique. On lit les jauges, on compte, on respire. La seconde, c'est comment analyser une pièce pleine de gens qui ne savent pas encore que le système a déjà failli. Je suis aux aciéries et forges de l'Est depuis 23 ans. J'ai franchi ces portes à 24 ans, directement après mon service actif. J'ai commencé dans l'atelier, à conduire des pelleteuses et des bulldozers. Le même atelier où je viens d'être rétrogradé. Je suis venu ici parce qu'un pote m'avait dit qu'ils embauchaient et parce que la machinerie lourde avait du sens pour quelqu'un qui avait passé 8 ans à comprendre ce qui arrive aux équipements soumis à de fortes charges. J'ai commencé comme conducteur d'engin, à faire tourner les caterpillars, à apprendre les machines au son, puis à la vibration, puis à l'odeur du fluide hydraulique quand les joints commencent à s'user. On peut savoir quand une transmission chauffe trop à la façon dont le convertisseur de couple tremble. J'en ai ressenti des milliers. De conducteur d'engin à superviseur d'atelier en 2 ans. De superviseur à directeur d'usine en 4 ans. De directeur d'usine à directeur des opérations de production il y a 11 ans. Chaque promotion a été gagnée sur le rendement, pas par la politique. Chaque année, la même routine. Faire le boulot, sauter les réunions inutiles, encaisser la prime, acheter des actions. Cette dernière partie comptait plus que quiconque ne le savait. Ma femme, Sophie-Marie Morel, est morte il y a 6 ans d'un cancer des ovaires. 16 mois entre le diagnostic et la fin. Elle a été professeure de physique-chimie au lycée pendant 22 ans. Les gamins se souvenaient de son nom longtemps après avoir obtenu leur bac, et elle se souvenait des leurs. L'église était pleine à craquer. Je n'étais pas là pour sa dernière semaine. Une défaillance d'un roulement sur la chaîne principale des excavatrices. Une rupture catastrophique des joints d'étanchéité dans le système hydraulique primaire. Si cette chaîne s'arrêtait complètement, nous allions droit vers 25 millions € de dégâts matériels et 2 mois de production perdus.
J'ai conduit jusqu'à l'usine à 3 heures du matin et je n'en suis pas parti pendant 5 jours. J'ai géré la séquence de réparation moi-même. Chaque raccord hydraulique, chaque test de pression, chaque remplacement de joint. Antoine avait 16 ans à l'époque. Mon fils, il ne comprenait pas pourquoi son père n'était pas là quand sa mère avait le plus besoin de lui. Pourquoi les infirmières ont fait leurs adieux sans que je sois dans la chambre. Il a 22 ans maintenant, il termine ses études d'ingénieur en mécanique aux arts et métiers. Il m'appelle tous les dimanches. C'est un homme meilleur que ce que je mérite probablement, et il ne m'a jamais laissé oublier cette semaine-là. Il n'est pas cruel à ce sujet, juste honnête, comme sa mère lui a appris à l'être. Papa, je sais que tu as sauvé l'entreprise, m'a-t-il dit à Noël dernier alors que nous bricolions sa vieille moto dans le garage, mais tu n'étais pas là quand ça comptait le plus. Ses mains étaient stables sur la clé, exactement comme je les lui avais apprises. Maman a compris, mais pas moi. Et je ne comprends toujours pas, en fait. Je n'avais pas de réponse à l'époque. Je n'en ai toujours pas. Mais quand cette prime est tombée ce trimestre-là, je l'ai réinvestie. Dans sa totalité. 20 centimes la part, 200 actions au tarif préférentiel des employés. Si je ne pouvais pas donner plus de temps à Sophie, je pouvais peut-être donner à Antoine quelque chose de durable. Laissez-moi vous expliquer comment un homme finit par posséder 61% d'une entreprise valorisée à 1 milliard d'euros sans que personne au conseil d'administration ne s'en rende compte. Tout commence par la compréhension du fait que la plupart des gens ne lisent pas les petits caractères. Et ceux qui le font se fichent généralement de ce qui se passe dans l'atelier de l'usine. Lors de ma première année au aciérie, le fondateur, Henri Dupont, arpentait l'atelier tous les vendredis. Il avait 72 ans à l'époque, il était toujours vif, et sentait encore le gazole et le WD-40. Il s'arrêtait à chaque poste, posait des questions, écoutait les réponses. Il écoutait vraiment, il ne faisait pas semblant d'écouter comme Com et sa génération le font. Il s'est arrêté à mon poste en octobre de ma première année. Il m'a regardé recalibrer un système hydraulique que j'avais repensé pour réduire le gaspillage de fluide de 15%. Il n'a rien dit pendant une minute entière, puis a fouillé dans sa veste et m'a tendu une clé à molette. Une Facom chromée et gravée. Il a dit, Aciérie de l'Est, année 1. Possède ce que tu construis, mon garçon. Henri Dupont est mort 7 ans plus tard. Une crise cardiaque dans ce même bâtiment, d'ailleurs. On l'a trouvé dans la fonderie à 6 heures du matin. Son café était encore chaud dans sa main. Cet homme a travaillé jusqu'à la fin. J'ai gardé la clé, et j'ai fait exactement ce qu'il m'avait dit de faire. J'ai commencé avec le plan d'épargne entreprise. Les aciéries offraient des actions avec une décote de 15% aux employés qui réinvestissaient leurs primes. La plupart des gens prenaient l'argent liquide, achetaient des voitures, remboursaient leurs crédits, ou partaient en vacances dans le sud de la France. Moi, je prenais des actions à chaque trimestre, chaque année, pendant 23 ans. Un demi-point par-ci, un point entier par-là. Ça s'additionne quand on est patient et que personne ne regarde les petits caractères. Les gars de l'atelier pensaient que j'étais fou. Guillaume, pourquoi tu remets ton argent dans cette boîte, m'a demandé Gérard Mercier un vendredi après qu'on ait terminé l'entretien du grand Caterpillar. Tu y bosses déjà 50 heures par semaine. Gérard avait conduit le pont roulant pendant 15 ans avant que son dos ne lâche. Un homme bien. Il m'a appris à lire la pression hydraulique comme un livre ouvert. Parce que je veux qu'Antoine ait le choix plus tard, lui ai-je répondu. Je n'ai pas mentionné que chaque action était aussi une petite police d'assurance contre exactement ce que Com venait de me faire. Gérard a ri. Il a essuyé la graisse de ses mains avec un chiffon rouge qu'il traînait depuis l'époque de Jacques Chirac. Ton fils va être ingénieur. Les ingénieurs n'ont pas besoin d'action d'usine. Mais Gérard ne comprenait pas ce que j'avais retenu de mes années dans l'armée. On ne construit pas des défenses seulement pour la guerre qu'on est en train de mener. On les construit pour la guerre à laquelle l'ennemi ignore que l'on s'est préparé. Puis sont venus les achats privés. 3 cadres partant à la retraite sur une période de 12 ans détenaient chacun des blocs d'action des aciéries. Le premier était Éric Lenoir, le directeur des achats, qui a pris sa retraite il y a 16 ans. Éric voulait du liquide pour s'acheter un chalet en Haute-Savoie. J'ai acheté ces 1200 actions à un prix négocié. J'ai payé 47 € l'action quand le marché était à 52. Éric était heureux. J'étais patient. Le deuxième était Paul Garcia, le directeur du contrôle qualité, parti il y a 13 ans.
La femme de Paul avait un cancer, ils avaient besoin d'argent rapidement pour les traitements. J'ai acheté ces 900 actions à 63 € quand le marché était à 68. Paul m'a envoyé une carte de vœux chaque année jusqu'à sa mort. Il disait que je l'avais aidé à sauver la vie de sa femme. Le troisième était Stéphane Dubois, le directeur financier sortant, il y a 8 ans. Stéphane voulait couper les ponts, il partait s'installer dans le sud du Portugal. Il ne voulait plus aucune attache en France. J'ai acheté ces 2100 actions à 89 € quand le marché était à 94. Stéphane s'est probablement payé une belle voiture de golf avec cet argent. Chaque transaction a été documentée, chaque transfert a été enregistré, chaque déclaration de franchissement de seuil a été soumise à l'autorité des marchés financiers dans les temps, sous le nom de la holding Morel. Cette holding, c'était l'idée de mon pote Hugo Leroy. Hugo et moi, on a servi ensemble. Même unité, tous les deux sergents-chefs, tous les deux dans le génie de combat. Il s'est reconverti dans le droit après l'armée, s'est spécialisé dans le droit des sociétés dans un cabinet de taille moyenne à Strasbourg. Il te faut une structure, m'avait dit Hugo devant des bières au bistrot des Halles, sur la place du marché. C'était il y a 22 ans, ma deuxième année au Aciéry. L'endroit est toujours là, il sert toujours le meilleur steak frites d'Alsace. Hugo descendait de Strasbourg une fois par mois. On s'asseyait dans la même banquette, on parlait de tout sauf de la guerre. Quel genre de structure? Une holding. La holding Morel. Tu en es le seul bénéficiaire, mais c'est une entité juridique. Elle dépose ses propres documents, tient ses propres registres. Et surtout, elle est invisible à moins que quelqu'un ne la cherche spécifiquement. Hugo a mis en place la holding Morel cet hiver-là. Il a déposé les statuts initiaux. Il a suivi chaque acquisition. Il a soumis chaque déclaration à l'AMF. Quand ma participation a franchi les 5%, puis les 10%, puis les 20%, puis les 30%. Tout était publiquement accessible, stocké dans les registres de l'AMF. Tout était légal, tout était invisible pour quiconque ne prenait pas la peine de regarder. Hugo s'est assuré que je comprenne bien l'article 7 des statuts de l'entreprise. La clause de gouvernance d'urgence pour les actionnaires. Il me l'a lu devant un café noir dans la banquette du fond du bistrot des Halles il y a 6 ans, juste après la mort de Sophie. C'est ton assurance vie, Guillaume. J'espère que tu n'en auras jamais besoin. Le langage était précis. Dans le cas où un dirigeant prendrait une mesure unilatérale affectant la rémunération, le titre ou les fonctions de tout employé détenant une participation majoritaire sans le consentement écrit préalable du dit actionnaire. Cet actionnaire peut invoquer l'article 7 pour convoquer une session d'urgence du conseil d'administration dans les 36 heures. Une participation majoritaire, avais-je demandé à Hugo. Je n'y suis pas encore. Tu y seras. La question est de savoir si tu auras besoin de ça avant ou après avoir franchi les 51%. Il s'est avéré que ce fut après. De justesse. J'ai atteint les 51% de propriété il y a 18 mois. Aujourd'hui, je possède 61% des aciéries et forges de l'Est, pour une valeur boursière d'environ 680 millions d'euros. Et un gamin de 28 ans avec un master d'HEC, un titre auto-attribué qui n'a jamais été ratifié par une résolution complète du conseil d'administration, et 18 mois d'expérience en tant que consultant, vient de réduire mon salaire de 40% sans me le demander. Ni au conseil d'administration, ni à l'avocat de sa mère. Vous savez ce qui est drôle? J'aimais bien comme au début, quand il a débarqué. Le gamin avait de l'énergie, posait de bonnes questions, semblait sincèrement intéressé par la façon dont les choses fonctionnaient. Il a passé 2 semaines dans l'atelier à ses débuts, à observer les opérations, à parler avec l'équipe. Les gars respectaient ça. Même Gérard Mercier avait dit, celui-là, il sera peut-être différent. Mais ça, c'était avant que Com ne comprenne qu'il pouvait sauter la partie apprentissage et passer directement à la partie réparation. Avant qu'il n'embauche Inès Martin et toute cette équipe de consultants en efficacité, avant qu'il ne commence à voir l'atelier de l'usine comme un tableau Excel au lieu d'un endroit où des gens construisent des choses de leurs propres mains. La dernière fois que quelqu'un au conseil d'administration des aciéries a vérifié les déclarations de propriété de l'AMF, c'était en 2015, il y a 9 ans. À l'époque, j'avais déjà dépassé les 50%, mais personne n'y prêtait attention. Ils étaient trop occupés à se disputer sur l'embauche de Com, Victoire forçant la main pour son fils, 3 directeurs s'y opposant et se faisant court-circuiter.
Je n'ai pas claqué la porte de la salle de conférence quand Com a terminé sa petite représentation. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai dit un mot à personne en sortant. J'ai marché jusqu'à l'ascenseur, j'ai appuyé sur le bouton, et je suis descendu seul. Les néons bourdonnaient de la même façon qu'ils le faisaient depuis 23 ans. Le béton sentait le fluide hydraulique et l'air froid. Je suis passé devant le poste de travail de Gérard Mercier. Il a levé les yeux du roulement qu'il était en train de remonter et a vu mon visage. Et merde, Guillaume. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont rétrogradé au rang de chef d'équipe. Une baisse de salaire de 40%. Gérard a posé sa clé à molette. Ce petit con. Je savais que ça allait arriver quand il a commencé à tout mesurer 2 fois sans rien comprendre une seule fois. C'est bon, Gérard. Non, c'est pas bon. Tu as passé plus de temps dans ce bâtiment que ce gamin n'a passé de temps à respirer sur Terre. Gérard s'est essuyé les mains, a regardé autour de lui dans l'atelier où peut-être 12 gars travaillaient pour l'équipe du soir. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé Gérard, un homme de bien, loyal, qui s'était déjà fait baiser par la direction par le passé, et qui se ferait baiser à nouveau, mais il méritait de savoir que les choses étaient sur le point de changer. Je vais passer quelques coups de fil. Victoire, cet homme n'est pas qu'un simple chef d'atelier. Il est actionnaire depuis 23 ans. Il possède plus de parts dans cette entreprise que tous les membres du conseil réunis, vous y compris. Un long silence. L'article 7 a été invoqué, a poursuivi Hubert Laurent, l'avocat du conseil. Nous sommes légalement tenus de convoquer une session d'urgence du conseil d'administration dans les 36 heures. Jeudi matin, 10 heures. J'ai besoin que chaque directeur soit prévenu d'ici demain 8 heures. Victoire, je dois aussi vous informer que le titre de Com n'a jamais été ratifié par une résolution du Conseil. Son autorité pour restructurer la rémunération de qui que ce soit est juridiquement discutable, indépendamment de la question de la propriété. Victoire n'a pas parlé pendant 8 secondes. Est-ce que Com est au courant? Non. Ne lui dites rien. Je m'en occupe. Mais elle ne s'en est pas occupée, car vers minuit, Com était sur Instagram. Une story postée à 23h35 montrait une coupe de champagne sur son bureau. La légende, fin du premier jour des nouvelles normes d'efficacité. Première optimisation terminée. Il n'avait aucune idée que le conseil était déjà convoqué. Je me suis réveillé mercredi à 5h30, j'ai fait du café, nourri Max, mon chien, et je me suis tenu sur la terrasse à regarder les cheminées des aciéries se détacher sur le ciel gris. Mon téléphone était sur la table de la cuisine. Je ne l'avais pas regardé depuis le SMS de Hugo. Je l'ai pris à 6h40. 12 appels en absence, mais aussi un message d'Antoine envoyé à 6h15. Papa, j'ai réfléchi toute la nuit. Je suis fier de toi, pas pour l'argent, mais pour avoir construit quelque chose. Maman serait fière, elle aussi. Ce message valait plus que n'importe quel certificat d'action. Je me suis servi une deuxième tasse, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai ouvert le message de Daniel Moreau. Reçu à 6h05. Guillaume, il se passe quelque chose. Hubert Laurent est arrivé à 5h45. Victoire s'est garée juste derrière lui. Com n'est pas encore là. Personne ne dit rien, mais l'étage de la direction est verrouillé. Il prépare la salle de conférence pour une session complète du conseil un mercredi. J'ai répondu « Merci, Daniel ». Elle a répliqué immédiatement « Le bruit court dans l'atelier ». Les gars posent des questions. Gérard dit que tu vas régler ça. C'est vrai? Jeudi matin, Daniel. Les choses seront différentes jeudi matin. Jeudi matin, 19 octobre, 9h. J'ai enfilé le costume gris anthracite que Sophie avait choisi 9 ans plus tôt, elle disait qu'il me donnait l'air de posséder les lieux. Il s'est avéré qu'elle avait raison. J'ai ajusté ma cravate bleu marine, un nœud simple, et j'ai glissé la clé Facom d'Henri Dupont dans la poche intérieure. Le chrome a accroché la lumière. J'ai conduit jusqu'au aciérie, je me suis garé sur le parking principal, là où se garent les ouvriers. J'y garais ma voiture depuis 23 ans. Le bâtiment avait la même allure que d'habitude. De la pierre calcaire et de l'acier, les cheminées juste derrière. Le logo des aciéries et forges de l'Est gravé au-dessus de l'entrée principale. La même police d'écriture qu'Henri Dupont avait approuvée en 1973. J'ai franchi la porte d'entrée à 9h38. L'agent de sécurité,
Daniel Fernandez, 58 ans, qui tenait ce bureau depuis 14 ans, a levé les yeux de son écran et s'est levé. Il n'avait jamais fait ça auparavant. Bonjour, monsieur Morel. Bonjour, Daniel. Il a hoché la tête. Le genre de signe qui a du poids. Hugo était déjà dans le couloir du 3e étage, devant la salle de conférence, avec un costume bleu marine et sa serviette en cuir marron, la même qu'il trimballait depuis la fac de droit. Un cuir éraflé, des fermoirs en laiton, l'un légèrement tordu depuis qu'il l'avait fait tomber en descendant d'un taxi en 2007. Hugo ne remplace pas les choses qui fonctionnent. Prêt, m'a-t-il demandé. Je suis prêt depuis 6 ans. Allons prendre cette salle de conseil. La salle de conférence A, la même pièce où j'avais été rétrogradé 48 heures plus tôt, mais aujourd'hui, il y avait des plaques nominatives à chaque place. 9 directeurs étaient déjà assis. Hubert Laurent tout à gauche, avec une pile de documents assez épaisse pour stopper une pression hydraulique. Béatrice Lemaire derrière lui, un bloc-notes jaune à la main, avec un visage qui n'avait pas dormi. Victoire de la Ferté en bout de table, à sa place habituelle de présidente du conseil. Les mains à plat sur la surface, le visage parfaitement composé, parfaitement gris. À l'extrémité opposée de Victoire, une chaise vide, et une plaque indiquant « Holding Morel, actionnaire majoritaire ». Hugo a posé sa mallette à côté de la chaise, s'est assis dans la rangée derrière, sans l'ouvrir. Tout ce qui comptait se trouvait dans la pile de documents d'Hubert. Je me suis assis, j'ai posé la clé Facom d'Henri Dupont sur la table, et j'ai croisé les mains. L'horloge affichait 9h57. À 9h59, la porte s'est ouverte. Côme de la Ferté est entré, a vu les plaques, a vu les 9 directeurs, a vu la pile de documents d'Hubert, a vu Hugo assis tranquillement, m'a vu au bout de la table avec une clé à molette devant moi, et a regardé Victoire. Maman, qu'est-ce que c'est que ça? Victoire ne l'a pas regardé. Assieds-toi, Côme. Je n'ai pas été informé d'une session du conseil. Si c'est à propos du déploiement opérationnel. Assieds-toi. Il s'est assis. Hubert Laurent s'est levé. Cette session d'urgence est convoquée conformément à l'article 7. La holding Morel détient 61% des actions émises par les aciéries et forges de l'Est. Une position documentée par des déclarations continues à l'AMF depuis 22 ans. À la valorisation actuelle de l'entreprise, la part de 61% de M. Morel représente une valeur boursière d'environ 680 millions d'euros. Côme m'a regardé. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il ne jouait pas la comédie. Et c'est inattaquable, a dit Hugo derrière moi. 22 ans de documentation immaculée. J'ai construit cette structure moi-même. Hubert a repris la parole. De plus, le titre de directeur en chef de l'efficacité opérationnelle n'a jamais été ratifié par une résolution complète du Conseil. L'autorité de M. de la Ferté pour restructurer les rémunérations est juridiquement contestable. Une motion est présentée au Conseil pour annuler toutes les mesures de restructuration et démettre M. de la Ferté de ses fonctions avec effet immédiat. Motion soumise par l'actionnaire majoritaire, ai-je ajouté. Le vote a fait le tour de la table. Chaque directeur a voté, pour, 9 voix contre 0. Unanimité. La motion est adoptée. Monsieur de la Ferté, vos fonctions sont terminées avec effet immédiat. Côme s'est levé, sa chaise a reculé en roulant. Il m'a regardé. Tu étais assis là mardi et tu as dit bien compris. Je l'ai regardé. Oui, j'avais compris. Bien mieux que toi. Daniel Fernandez est entré avec la sécurité. Côme est sorti. Le Conseil a voté à l'unanimité pour me nommer PDG avec effet immédiat. Dans les 30 jours, le Conseil a approuvé un dividende exceptionnel de 15 millions d'euros. Mais 61% m'ont donné droit à 9 millions. Victoire de la Ferté a démissionné une semaine plus tard. Danielle Moreau a été promue directrice des opérations de l'atelier. Le post Instagram de Côme figure toujours en annexe du dossier juridique. Sa première optimisation fut aussi sa dernière. Le dimanche suivant, Antoine m'a appelé. « Papa, tu as l'air différent. Moins comme si tu attendais quelque chose. Peut-être que je n'attends plus rien. Tu viens au match de futsal de l'école samedi ? J'y serai. Vraiment ? Vraiment. Je me suis assis sur ma terrasse ce soir-là, Max à mes pieds, un verre d'Armagnac à la main. La même vue depuis 18 ans,
les mêmes cheminées, le même travail. Co m'avait dit à la salle de conseil que je n'étais qu'un simple chef d'atelier. Il avait raison sur un point. Je connais chaque atelier dans ce bâtiment, je connais chaque machine à son bruit, chaque réglage de pression, chaque homme et femme qui construit quelque chose de réel. Il ignorait juste que je possédais le bâtiment. Parfois, le pouvoir ne s'annonce pas, ne poste pas de photos de champagne sur Instagram, et ne balance pas ses diplômes à chaque réunion. Parfois, il se contente d'être là chaque trimestre, chaque année, un demi-point par-ci, un point entier par-là pendant 23 ans. Patient, silencieux, documenté. Quand la pression atteint enfin le point critique, il ne fait aucun bruit jusqu'à ce que tout ait déjà changé.